Alors que je rentrais de mes visites le matin suivant, je fus interpellé par l'inspecteur Raglan. Je me garai et l'inspecteur s'approcha de ma voiture. « Bien, l'alibi de Kent a été vérifié. La serveuse du Dog and Whistle a reconnu sa photo parmi 5 autres. C'était tout juste 21h45 lorsqu'il est entré dans le bar. La fille dit qu'il avait beaucoup d'argent sur lui. Elle l'a vu sortir une liasse de billets de sa poche. Voilà où sont passés les 40 livres. » Poirot affirme qu'il sait pourquoi l'homme est allé à Fernley Park cette nuit-là, annonçai-je. « Vraiment ?» s'écria l'inspecteur. « Oui. Il dit que c'est parce qu'il est né dans le Kent. » Raglan me dévisagea, puis il se tapa le front. « À mon avis, il perd la tête. Je le pense depuis un certain temps déjà. Le pauvre. Voilà pourquoi il a dû quitter son travail et venir s'installer ici. C'est sûrement de famille. Il a un neveu qui est complètement fêlé. »« Poirot » m'exclamai-je surpris. « Il ne vous l'a jamais dit ? Très docile, je crois, mais il a un grain, le pauvre. »« Mais qui vous a parlé de ça ? » ?»« Votre sœur, Miss Shepherd. » Vraiment, Caroline est incroyable. Elle ne se repose jamais avant d'avoir mis à jour les moindres détails des secrets de famille de tout le monde. « Grimpez, inspecteur, proposai-je en ouvrant la portière. Nous allons nous rendre au Mélèze ensemble et informer notre ami belge des dernières nouvelles. » Poirot nous reçut avec sa courtoisie et son sourire habituel. Il écouta l'information que nous lui apportions en hochant la tête de temps en temps. « Encore une chose de réglée, n'est-ce pas ?» dit l'inspecteur très sombre. « Un type ne peut pas être en train de tuer quelqu'un dans un endroit s'il est en train de boire un verre dans un bar situé à 1,5 kilomètre de là. »« Oh, si j'étais vous, suggéra Poirot, je ne relâcherais pas Charles Kent tout de suite. » Raglan le dévisagea. « Écoutez, nous savons que Mr. Ackroyd était vivant à 21h45, vous l'admettez ?» Poirot secoua la tête. « Je n'admets rien qui ne soit pas prouvé. » « Bien, mais nous avons une preuve. Nous avons le témoignage de Miss Flora Ackroyd. Sur le fait qu'elle ait dit bonne nuit à son oncle. Mais moi, je ne crois pas toujours ce qu'une jeune fille me raconte, non, même si elle est charmante et jolie. » « Mais attendez, Parker l'a vue sortir. » »« Non, justement. J'ai été satisfait par ma petite expérience de l'autre jour. Vous vous souvenez, docteur ? Parker l'a aperçue devant la porte, avec la main sur la poignée. Il ne l'a pas vue sortir de la pièce. » « Mais où aurait-elle bien pu se trouver alors ? Peut-être dans l'escalier. Mais il mène uniquement à la chambre de M. Ackroyd. » « Précisément. » Et l'inspecteur le dévisagea à nouveau. « Vous croyez qu'elle était montée dans la chambre de son oncle ? Attendez, vous ne suggérez tout de même pas que c'est Miss Ackroyd qui a pris les 40 livres. » La vie n'était pas facile pour cette jeune fille et sa mère, expliqua Poirot. Il y avait des problèmes constants à cause des factures. Roger Ackroyd était un homme particulièrement pointilleux sur les questions d'argent. La jeune fille aurait pu faire n'importe quoi, même pour une si petite somme. Imaginez ensuite ce qui s'est passé. Elle a pris l'argent, a descendu le petit escalier. À mi-chemin, elle a entendu le tintement des verres dans le hall. Elle n'avait aucun doute sur la provenance de ce bruit. C'était Parker qui se dirigeait vers le bureau. Il fallait à tout prix qu'on ne la trouve pas dans l'escalier. Lorsque l'on découvrirait que l'argent avait disparu, Parker se souviendrait sûrement de l'avoir vu. Elle a juste eu le temps de se précipiter vers la porte du bureau, de mettre sa main sur la poignée pour faire croire qu'elle venait de sortir lorsque Parker est apparu. Elle a dit la première chose qui lui est passée par la tête. Elle a répété les ordres que Roger Ackroyd avait donnés plus tôt dans la soirée, et ensuite, elle est montée dans sa chambre. L'inspecteur se leva. « Il n'y a plus qu'une chose à faire. Nous devons aller chercher la jeune femme immédiatement. Voulez-vous m'accompagner jusqu'à Fernley, monsieur Poirot ? » ?»« Certainement. Le docteur Shepherd va nous conduire. » Nous fûmes introduits dans la salle de billard. Flora et le Major Blunt étaient assis sur le rebord intérieur de la fenêtre.
Bonjour, Miss Ackroyd, dit l'inspecteur. Pouvons-nous vous parler en privé? Blunt se leva tout de suite et se dirigea vers la porte. Ne partez pas, demanda Flora. Il peut rester, n'est-ce pas? Comme vous voulez, décida l'inspecteur. Voilà, Miss Ackroyd. Monsieur Poirot a suggéré que vous ne vous trouviez pas dans le bureau vendredi soir dernier, mais que vous étiez dans l'escalier menant à la chambre de votre oncle lorsque vous avez entendu Parker arriver du hall. Le regard de Flora se posa sur Poirot. Il hocha la tête. Mademoiselle, l'autre jour, lorsque nous étions assis autour de la table, je vous ai imploré d'être franche avec moi. Ce qu'on ne dit pas à papa Poirot, il le découvre. Je vais vous rendre les choses plus faciles. Vous avez pris 40 livres dans la chambre de votre oncle, n'est-ce pas? Il y eut un silence. Puis Flora se redressa. Monsieur Poirot a raison. J'ai pris cet argent. Je l'ai volé. Je ne suis qu'une vulgaire voleuse ordinaire. Je suis contente que cela ait été découvert. Ces derniers jours ont été un vrai cauchemar pour moi. Elle enfouit son visage dans ses mains. Vous ne savez pas ce qu'a été ma vie depuis que je suis arrivée ici. Des mensonges, des tromperies, des factures qui s'amoncellent, des promesses de paiement. C'est ce qui nous a rapprochés, Ralph et moi. Nous étions faibles tous les deux. Je le comprenais et j'étais désolée parce que j'étais au même niveau que lui. Elle regarda Blunt et soudain tapa du pied. « Pourquoi me regardez-vous de cette façon? Je suis peut-être une voleuse, mais au moins je suis vraiment moi maintenant. Je ne fais pas semblant d'être la gentille fille que vous aimez, jeune, innocente et simple. Je me méprise, mais vous devez croire une chose. Si dire la vérité avait rendu les choses meilleures pour Ralph, j'aurais tout avoué. »« Ralph » s'exclama Blunt. « Toujours Ralph !»« Vous ne comprenez pas, » poursuivit Flora. « Vous ne comprendrez jamais. » Elle se tourna vers l'inspecteur. « J'avoue tout. Je n'ai jamais vu mon oncle ce soir-là après qu'il ait quitté la table. Et pour ce qui est de l'argent, vous pouvez prendre les mesures qui vous plairont. Rien ne pourrait être pire que ça ne l'est maintenant. » En cachant son visage dans ses mains, elle se précipita hors de la pièce. Blunt fit un pas en avant. « Inspecteur Raglan, cet argent m'a été donné par Mr. Ackroyd dans un but bien précis. Miss Ackroyd n'y a jamais touché. Elle ment dans l'idée de protéger le capitaine Patten. Je vous dis la vérité et je suis prêt à aller prêter serment et témoigner. » Il fit demi-tour brusquement et quitta la pièce. Poirot le rattrapa en un rien de temps. « Monsieur, un moment, je vous prie. »« Oui. »« Je ne suis pas dupe de votre petite comédie, déclara Poirot. « Non, pas du tout. C'est vraiment Miss Flora qui a pris l'argent. Mais l'autre jour, j'ai parlé de cachotterie. Et j'ai toujours vu ce que vous cachiez. Mademoiselle Flora, vous l'aimez de tout votre cœur. Vous cherchez à dissimuler ce fait au monde entier. Mais suivez le conseil d'Hercule Poirot. Ne le cachez pas à cette demoiselle. »« Que voulez-vous dire par là ?» demanda-t-il. « Vous croyez qu'elle aime le capitaine Ralph Patten? Mais moi, Hercule Poirot, je vous affirme qu'il n'en est rien. Mademoiselle Flora a accepté de se fiancer avec le capitaine Patten pour faire plaisir à son oncle. Et parce qu'elle a vu dans ce mariage un moyen d'échapper à sa vie ici, elle l'apprécie et il y a beaucoup de sympathie et de compréhension entre eux. Mais de l'amour, certainement pas. Ce n'est pas du capitaine Patten que mademoiselle Flora est amoureuse. »« Que diable voulez-vous dire ?» s'impatienta Blunt. « Vous avez été aveugle, monsieur. Elle est loyale, voilà tout. Une ombre plane au-dessus de la tête de Ralph Patten. Elle se doit de rester à ses côtés. »« Vous croyez vraiment que... » Il s'interrompit. « Demandez-lui vous-même, monsieur. Mais peut-être que vous n'y tenez plus du tout, avec cette histoire d'argent.
Vous croyez que je lui en tiendrais rigueur? Roger a toujours été bizarre dès qu'il s'agissait d'argent. Elle a eu des ennuis et n'a pas osé lui en parler, la pauvre enfant. » Poirot regarda vers la porte sur le côté d'un air pensif. « Je crois que mademoiselle Flora est allée dans le jardin. » Blunt prit la main de Poirot et la serra fort, ce qui le fit grimacer de douleur. Puis il se dirigea vers la porte qui menait au jardin. Cet après-midi-là, ayant renvoyé mon dernier patient, je me dirigeais vers la petite pièce à l'arrière de la maison que j'appelais mon atelier. Je suis assez fier de la radio que j'ai fabriquée. Je décidai de l'allumer. J'ajustais l'intérieur d'un réveil qui avait été jugé comme totalement non fiable par Caroline lorsque la porte s'ouvrit et que ma sœur passa la tête par l'entrebâillement. « Oh, tu es là, James. Monsieur Poirot aimerait te voir. »« Eh bien, dis-lui de venir ici. » Quelques instants plus tard, elle fit entrer Poirot qui approcha en se frottant les mains. « Avez-vous vu tous vos patients ?» demanda-t-il. « Oui. » Poirot s'assit, penchant sa tête en forme d'œuf sur le côté. « Vous faites erreur, il vous en reste encore un. »« Oh, pas vous, tout de même, m'écriai-je. Moi, non. Je me porte à merveille. Pour vous dire la vérité, c'est un de mes petits complots. Il y a quelqu'un que j'aimerais voir et en même temps, il n'est pas nécessaire que tout le village en soit informé. Mais elle est déjà venue en tant que patiente. « Miss Russell » m'exclamai-je. « Précisément. Je tiens vraiment à lui parler. Alors je lui ai envoyé un petit billet et pris rendez-vous dans votre cabinet de consultation. Cela ne vous ennuie pas? » Au contraire, je veux dire en présumant que je sois autorisé à être présent. Mais naturellement, c'est votre cabinet de consultation. Oh, vous savez, dis-je en jetant mes pinces, toute cette affaire est incroyablement intrigante. Chaque nouveau développement est comme une secousse que vous donneriez à un kaléidoscope. Cela contrarie beaucoup l'inspecteur Raglan. Ah oui, le pauvre homme doit réorganiser toutes ses idées. Oh, j'ai profité de son désarroi pour le pousser à me faire une petite faveur. Laquelle? Poirot sortit une feuille de papier de sa poche et commença à lire tout haut. La police était depuis quelques jours à la recherche du capitaine Patten, le neveu de M. Ackroyd de Fernley Park, dont la mort s'est produite dans des circonstances tragiques vendredi dernier. Le capitaine Patten a été retrouvé à Liverpool, où il était sur le point d'embarquer pour les États-Unis. Il replia le papier. Ceci, mon ami, sera dans tous les journaux dès demain matin. Je le dévisageais ébahi. Mais c'est faux. Il n'est pas à Liverpool. Poirot leva vers moi un visage épanoui. Non, mais j'ai assuré à l'inspecteur très solennellement que des résultats très intéressants découleraient de cette publication. Alors il a cédé, après avoir stipulé qu'il n'en assumerait en aucun cas la responsabilité. Je dévisageais Poirot. Je ne vois vraiment pas ce que vous espérez en tirer. Oh, vous devriez faire marcher vos petites cellules grises, dit Poirot. Il se leva et se dirigea vers le banc. Vous semblez avoir une vraie passion pour la mécanique. Chaque homme a son passe-temps. J'attirai l'attention de Poirot sur ma radio faite maison. Le trouvant sympathique, je lui montrai une ou deux petites inventions de mon cru, des choses simples mais utiles dans une maison. Décidément, commenta Poirot, vous auriez dû être inventeur, pas médecin. Mais j'entends la cloche, voici votre patiente. Allons dans votre cabinet. En la voyant habillée très sobrement de noir, grande, le buste droit et plus indépendante que jamais, je me rendis compte que lorsqu'elle n'était encore qu'une jeune fille, la gouvernante devait avoir été incroyablement belle. « Bonjour, mademoiselle, » dit Poirot. « Voulez-vous vous asseoir? Le docteur Chapped a eu la gentillesse de m'autoriser à utiliser son cabinet de consultation pour une petite conversation que j'ai à cœur d'avoir avec vous. » Miss Russell s'assit avec son flegme habituel. « Cela me paraît être une étrange façon de faire les choses, » fit-elle remarquer. « Miss Russell, j'ai des nouvelles pour vous. Charles Kent a été arrêté à Liverpool. »
Pas un muscle de son visage ne bougea. Mais à cet instant, cela me revint. La ressemblance qui m'avait hanté depuis tout ce temps, ce je ne sais quoi de familier dans l'attitude défiante de Charles Kent. C'était de Miss Russell que je m'étais souvenu cette nuit-là devant la grille de Fernley Park. Je regardai Poirot empli de ma découverte, et il me fit un signe de la tête imperceptible. « Qui est Charles Kent ?» demanda Miss Russell. « C'est un homme, mademoiselle, qui se trouvait à Fernley la nuit du meurtre. Mais nous ne savons toujours pas ce qu'il y faisait, qui il était allé voir, par exemple. » « J'ai bien peur de ne pas du tout pouvoir vous aider, » répondit la gouvernante. « Si vous n'avez plus besoin de moi. » Elle essaya de bouger comme pour se lever. Poirot l'arrêta. « Ce n'est pas tout. Ce matin, de nouveaux faits sont apparus. Il semble à présent que M. Ackroyd a été tué entre 20h50, lorsque le docteur Shepherd est parti, et 21h45, pas après. » Je vis le visage de la gouvernante perdre toutes ses couleurs. Mais Miss Ackroyd a dit que... Miss Ackroyd a admis qu'elle avait menti. Elle n'est pas allée dans le bureau de toute la soirée. Et donc ce Charles Kent semble être l'homme que nous cherchions. Il est venu à Fernley et ne veut pas expliquer ce qu'il faisait là-bas. Je peux vous le dire. Il n'a jamais touché à un seul cheveu de M. Ackroyd. Il ne s'est même pas approché du bureau. Oh, Monsieur Poirot, je vous en prie, croyez-moi. Son sang-froid commençait enfin à se fissurer. La terreur et le désespoir pouvaient se lire sur son visage. Poirot s'approcha d'elle et lui tapota l'épaule. « Mais oui, je vous crois. Et ce que vous venez de nous dire ne sortira jamais de ces quatre murs. Je vais vous aider. C'est Charles Kent. C'est votre fils, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête. Ses joues s'empourprèrent légèrement. Personne ne l'a jamais su. C'était il y a longtemps, très longtemps, lorsque je vivais dans le Kent. Je n'étais pas mariée. Alors vous lui avez donné le nom de la région en guise de nom de famille. Je comprends. Il a mal tourné. Il buvait et puis il a commencé à se droguer. J'ai réussi à payer son billet de sortie pour le Canada. Je n'ai plus entendu parler de lui pendant une année ou deux. Puis il m'a envoyé une lettre pour me demander de l'argent. Et il a fini par m'écrire qu'il viendrait me voir à Fernley. Je n'ai pas osé le faire entrer dans la maison. Si quelqu'un avait eu un soupçon, ça en aurait été fini de mon poste de gouvernante, alors je lui ai donné rendez-vous dans le pavillon. Et ce matin-là, vous êtes allé voir le docteur Shepherd. Oui. Je me demandais s'il y avait quelque chose à faire. Il n'était pas un mauvais garçon avant de commencer à prendre de la drogue. Revenons-en à l'histoire, poursuivit Poirot. Il m'attendait dans le pavillon. J'avais apporté tout l'argent que j'avais et je lui ai donné. Nous avons un peu parlé et ensuite il est parti. Quelle heure était-il ? Eh bien, il n'était pas tout à fait 21h30 lorsque je suis retourné dans la maison. Le Major Blunt faisait les 100 pas sur la terrasse, alors j'ai fait le tour et je suis rentré par la porte sur le côté. Poirot hocha la tête. Il prit quelques notes dans un carnet microscopique. « Ce sera tout, » annonça-t-il. « Bon courage, mademoiselle. Très bientôt, tout ira. »